écoutez, les 19h, je vous propose qu'on attaque. Donc je me suis permis, j'espère que je ne vous ai pas trop trahi, le titre qui était assistant IA, enfin du professionnalisme chez les devs, est devenu finalement suis-je prêt à devenir un dev augmenté. C'est toujours l'idée des assistants IA, toujours l'idée de savoir ce qu'ils vont nous apporter nous en tant que dev, mais quand j'ai finalement écrit cette présentation, j'étais moins énervé que quand je l'ai conçue. Et je me suis dit que peut-être il fallait que je descende un petit peu et que je commence par m'appliquer les questions à moi-même avant d'essayer d'embarquer toute l'industrie avec moi. Ceci dit, on verra qu'il y a des slides qui datent d'avant. Enfin, on va voir un peu si j'assume encore ce que j'ai écrit. En termes de qui témoigne, donc Antoine, c'est moi, je suis ingénieur, je bosse pour Equino, ça va faire 8-9 ans, quelque chose autour de ça, et principalement la stack sur laquelle je bosse, c'est Node.js en général, beaucoup le framework Nest, pas mal du MongoDB sur Azure, avec du Kubernetes pour essayer de déployer un peu tout ça. En vrai, ce n'est pas le plus important, mais c'est histoire que vous sachiez un peu ce que je fais. Et l'assistant IA que j'utilise le plus au quotidien, c'est l'intégration de GitHub Copilot à mon IDE qui est VS Code. Et c'est surtout sur ça que va se construire ce témoignage. Et je me suis mis au centre avec du coup une autre moitié. Le reste du temps, je suis en famille, j'ai un petit garçon et ça m'occupe aussi pas mal. Je cours pas mal, je bricole aussi un peu, je fais un peu du vélo. A priori, vous en fichez, mais moi, ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas juste réduit à tout ça, même si le chaton, il est mignon, mais en termes d'équilibre, j'ai besoin d'y rester aussi. On attaque donc l'IA, le dev prêt ou pas, et j'en ai profité pour rajouter bonsoir, pas de souci, installez-vous. Vous avez raté l'essentiel, à savoir qui suis-je. Donc vraiment, franchement, non, du coup, vous n'avez rien raté. Ça, je l'ai rajouté last minute, juste avant de commencer. Je fais juste un tout petit disclaimer ou si jamais vous veniez pour une présentation sur est-ce que les assistants IA sont prêts ou est-ce qu'il faut commencer à envisager la question ou pas, c'est pas ça. Là, c'est est-ce que nous, en tant que dev, on est prêts. Et si jamais vous vouliez savoir si l'IA était prêt ou non, voilà, désolé, c'était la session de 18h, vous êtes un poil en retard. En plus, c'était 18h en 2020. Donc, pardon, mais ce ne sera pas le sujet de ce talk-là. Et en vrai, troll mis à part, cette question-là, elle a déjà été abordée de plein de manières, depuis pas si longtemps que ça, mais en tout cas, sans dire qu'elle est réglée. Il y a plein d'endroits où on peut trouver cette info. Donc là, on va essayer de retourner la question et de se dire, est-ce que nous, en tant que développeurs, dans nos pratiques, on est prêts ou pas à intégrer l'IA dans nos métiers? Je me rends compte que j'ai oublié de déclencher le chrono. Ça commence maintenant. Tac. Dans le doute, j'ai quand même demandé, et Copilot, il m'a dit, l'IA promet un avenir sans limite et une rapidité fulgurante pour tous les développeurs. Donc globalement, s'il le dit, certainement que c'est vrai. Donc encore une fois, ça tranche la question de est-ce que les IA sont prêtes? Copilot dit que oui. Du coup, moi, ma question, ça a été, demain, je deviens développeur augmenté, quand, comment, pourquoi? Et j'ai déjà plein d'outils à ma disposition. J'ai essayé de les trier un peu par ordre d'accessibilité, on va dire, et je vous propose qu'on le fasse par main levée qui se baisse progressivement. Donc si d'ores et déjà vous utilisez des assistants d'IA pour l'autocomplétion de votre code, on lève la main tout de suite et on la garde en l'air tant qu'on utilise. Est-ce qu'au-delà d'avoir de l'autocomplétion, vous utilisez des IA pour générer des bouts de code complets? Est-ce que vous en servez aussi pour faire de l'audit sur votre code, pour avoir des rapports d'analyse, des choses comme ça? Est-ce que vous êtes allé jusqu'à implémenter des agents qui vous permettent de manière conversationnelle d'itérer et de produire plus que des bouts de code, mais vraiment des fichiers? C'est là que je baisse la main, il reste encore des mains levées. Est-ce que vous faites parfois du RAG, qui est l'idée d'enrichir? Il reste encore des mains levées, c'est fou. Deux mots pour, j'ai vu 2-3 yeux se baisser en mode qu'est-ce que c'est? Les modèles IA, les modèles de langage, ils sont entraînés sur des bases d'entraînement et des fois on voudrait qu'ils sachent d'autres choses qu'ils ne savent pas encore. Et RAG, c'est une manière de leur donner des compléments d'information sans devoir les réentraîner sur tout un dataset. C'est une espèce de mix. Il y en a parmi vous qui le font, c'est trop cool. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais à voir pareil comment ça peut nous aider dans nos pratiques de développement. Et récemment, on m'a parlé de MCP, je le cite, c'était Richard là-bas derrière. Il y a encore des mains levées pour MCP, bah, c'est cool.
Pareil, si MCP, il y en a à qui ça ne parle pas, on ne va pas creuser beaucoup, mais c'est histoire que la liste soit cohérente pour tout le monde. C'est l'idée de proposer aux IA des interfaces qui leur permettent non plus de juste nous générer du langage, mais d'effectuer des actions. Donc des actions de type créer une page dans Notion, ou peu importe, ouvrir une PR, faire des choses. Tout ce qui existe as a service, on peut définir des interfaces que les IA sont capables d'exploiter, de manière à ce qu'elles effectuent des actions concrètes et plus seulement interagir avec nous. Globalement, on l'a vu, on en fait déjà pas mal, il en reste encore potentiellement beaucoup à venir, et mine de rien, ça fait déjà une longue liste d'outils qui, moi, me met un petit stress aussi, en mode comment est-ce qu'on essaie de se maintenir à niveau, est-ce que je suis prêt à tout ça, est-ce que je vais réussir à apprendre tout ça sans être dépassé. Donc en vrai, je me suis quand même un peu senti débordé, et c'est encore le cas beaucoup. On a évoqué la JS fatigue pendant longtemps. Est-ce qu'il y en a qui ressentent de l'IA fatigue? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas forcément un truc évident, et ça va être l'objet un peu de ce talk, qui est d'essayer de démêler un peu ça et de voir comment est-ce que concrètement on peut se projeter dans un avenir moyen et long terme avec des choses qui évoluent aussi vite et des listes qui semblent infinies de nouveaux usages. Au passage, du coup, histoire de ne pas être trop tout seul, j'ai essayé de voir la documentation sur le sujet. C'est un sondage qui vient de JetBrains sur l'étude de l'écosystème des développeurs. Ça traite de plein d'autres choses et on en reparlera. Mais globalement quand même sur quel est le pourcentage de développeurs qui utilisent d'ores et déjà des assistants IA. On est sur 69% qui ont essayé, 49% qui les utilisent régulièrement pour développer au quotidien. Donc, globalement, on peut dire que le taux de pénétration du truc est quand même assez élevé. Et sur l'aspect, est-ce que, parce qu'il y a eu beaucoup cette question de ok, mais la propriété du code, est-ce qu'on a le droit de le faire, est-ce qu'on peut le faire sur les projets de nos clients? Globalement, en tout cas concernant ce sondage, à l'échelle de l'industrie, c'est quand même 30% des boîtes dans lesquelles c'est free for all, tout le monde peut s'en servir sur tous les projets. Si on ajoute les 26% qui peuvent s'en servir sur certains projets, on voit que c'est quand même déjà une grosse partie des gens qui se sont posé la question et qui ont répondu, versus les 25% qui sont on ne s'est pas posé la question. Ça veut pas dire, on ne sait pas s'ils ont le droit ou pas, mais en tout cas, a priori, ils n'ont pas encore de statut au sein de leur entreprise. Donc globalement, encore une fois, on ne parle pas de quelque chose pour demain. Il y a déjà beaucoup de gens qui s'en servent, et il y a même beaucoup de boîtes qui ont d'ores et déjà statué sur la faisabilité ou non en termes juridiques. Globalement, sur ok, mais quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer? Là, pareil, ça ne va pas trop nous surprendre, et peu importe les chiffres, c'est histoire de voir un peu l'idée, mais passer moins de temps à chercher de l'information, avoir la possibilité d'obtenir rapidement de l'info, coder beaucoup plus rapidement, pouvoir développer plus rapidement, avoir une meilleure réalisation plus rapide des tâches répétitives, augmenter la productivité, vraiment le top des répondants, à quoi vous utilisez l'IA ou à quoi vous souhaiteriez l'utiliser, globalement aller plus vite. Je caricature un peu, mais c'est tout soit faster, soit less time. Avec quand même le less mental effort, intéressant, on va voir à quel point on creuse ça par la suite. Et on va vite en finir avec les stats, c'est promis, sur les estimatifs de temps gagné. Là, pareil, plutôt que de chercher des études comparatives ou essayer d'avoir un chiffre de qu'est-ce qu'on peut gagner, je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce que les gens estiment qu'ils peuvent gagner. Donc à nouveau, c'est du sondage, c'est du déclaratif, mais ça nous donne un peu un ordre d'idée. Donc on parle quand même de 32% de personnes qui envisagent que ça leur fait gagner entre 1 et 2 heures par semaine. Donc en termes de pourcentage, ce n'est pas forcément énorme, mais on monte à des gens qui estiment que ça leur fait gagner entre 4 et 8 heures par semaine. Donc on est déjà pas loin d'une journée supplémentaire par semaine travaillée. Donc les gains en productivité, ils ont l'air quand même relativement importants potentiellement. Une fois qu'on a fait ce tour d'horizon du c'est pour quand et ça consiste en quoi, en vrai, moi, je restais un peu circonspect, voire perdu sur ce jeu de mais finalement l'IA demain on en fait quoi. Ok, là aujourd'hui on essaie de ne pas se laisser distancer par la tendance, mais il y a beaucoup d'outils. Est-ce que demain je pourrais toujours être développeur? Est-ce que j'aurais réussi à
suivre le rythme de tous ces outils? Est-ce que, franchement, je crois qu'on s'est un peu tous et toutes posé la question à un moment, est-ce qu'on risque d'être remplacé? Est-ce que ça peut être par mes pairs plus jeunes, plus dynamiques et qui ont mieux compris l'IA et qui me laisseront sur le bord de la route? Est-ce que je serai remplacé par l'IA elle-même parce qu'elle sera meilleure que moi dans pas si longtemps? Ou est-ce que je risque d'être remplacé par un ensemble d'IA parce que les agents vont commencer à collaborer les uns avec les autres? Bref, ça m'a filé le vertige. Je me suis dit qu'il était temps que j'arrête d'essayer de regarder dans une boule de cristal pour me projeter sur l'avenir et que j'aborde mon problème différemment. Du coup, à nouveau, comme tout à l'heure, sur est-ce que c'est prêt, j'ai demandé à l'IA aussi. Et du coup, je lui ai dit, franchement, je suis paumé, qu'est-ce que je fais? Et Copilote de me répondre, l'outil juste apparaît quand le besoin est clair. Je me suis dit, oh waouh, il fait même du mentorat et tout, il me pose des énigmes pour que moi-même, j'infère le truc et je comprenne. Je me suis dit, ok, merci Copilote, et je vais repartir de ça. Donc je me suis dit, ok, finalement, mon besoin, c'est quoi? Si j'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce que l'IA vont m'apporter, je peux peut-être me poser la question de, en vrai, de quoi j'ai besoin. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire sur les conseils de Copilote. Je me suis dit finalement, moi aujourd'hui, je suis le maillon d'une chaîne, d'une industrie. Et la grande question, c'est comment est-ce que ces nouvelles technos, elles vont s'inclure dans l'industrie? Donc j'ai essayé de voir un peu ça, au fait, de quelle industrie fait-on partie? Et je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais dit, mais en vrai, on est une industrie quand même relativement jeune, pour pas dire immature, comparativement à beaucoup d'autres, que ce soit, je sais pas, l'aéronautique ou même l'automobile. Eux, ils ont des siècles derrière eux, au sens propre du terme. Nous, on ne peut pas vraiment prétendre avoir des siècles derrière nous. Qui plus est, dans notre pas si courte, mais en même temps pas si longue existence, on a eu des révolutions assez incroyables, avec l'apparition des personal computers versus les mainframes d'avant. Moi, quand je discute avec des devs aujourd'hui retraités, et des pas si retraités que ça, ils discutent encore de trucs dont j'ai jamais entendu parler et qu'on fait une grande partie de leur carrière et qu'on quasiment disparu aujourd'hui. Donc à chaque fois, ça me fait bizarre. On a eu l'Internet et sa fameuse bulle. On a eu à nouveau des choses qui n'ont plus rien à voir entre ce qui se faisait historiquement et ce qui s'est fait après. On a eu l'agilité en termes de méthode de travail, qui est vraiment une révolution à part entière aussi. Et là, on a l'IA qui vient se rajouter. Donc le côté, on est une industrie jeune et en plus, on n'arrête pas d'enchaîner des sauts qui sont vraiment impressionnants. Ça peut éventuellement expliquer aussi une certaine forme d'instabilité. Et ça ferait l'objet de nombreux talks certainement, mais on est une abstraction au-dessus d'une montagne de complexité. En vrai, je pense qu'il n'y en a pas tant des industries où il faut autant de compétences accumulées et autant de complexités imbriquées les unes dans les autres pour aboutir au truc qui marche à la fin. Nous, en tout cas moi, je dev avec un bout de code, mais derrière, s'il n'y a pas une machine virtuelle pour venir faire tourner mon code, qui elle-même a besoin d'un système d'exploitation avec souvent des choses entre, qui lui-même a besoin de drivers, de tout un tas de trucs, qui eux-mêmes ont besoin d'être sur une carte qui a son propre bootloader, tout un tas de choses, qui enfin eux-mêmes a de l'électronique en dessous. Enfin, en vrai, c'est abyssal et c'est compliqué. Et on est une de ces industries qui a aussi des KPI assez fluctuants. C'est pas toujours simple de savoir les critères de succès, de comprendre est-ce que ce qui compte c'est que l'app elle sorte à la fin, est-ce qu'il faut qu'elle trouve son public, est-ce qu'il faut qu'elle sorte sans bug, est-ce qu'il faut qu'elle sorte performante. Enfin, là encore, on n'a pas forcément des standards super simples là-dessus. Et d'ailleurs, j'espère que j'ai pris le nom du truc. Ouais, je ne sais pas si vous le consultez souvent. J'ai oublié de les nommer, mais il y a des gens qui font ce qu'ils appellent le Chaos Report depuis les années 90, il me semble 95. Ils auditent un grand nombre. En 2020, c'était 50 000 projets informatiques. Et ils font des statistiques de lesquels ont fonctionné, pas fonctionné, et quelles en sont les causes. Et donc les chiffres en 2020, c'est au global 31% des projets informatiques qui ont connu un réel succès. Donc en vrai, 31%, ça veut dire qu'il y en a 70% qui n'ont pas été qualifiés de succès. Ce qui n'est pas dingue non plus. Il y en a quand même 19% qui ont été annulés en cours de route. Donc à nouveau, quasi 20, ça fait 1 sur 5 qui est finalement jamais sorti. Et il y en a 50% qui sont sortis, mais qui n'ont pas pu prétendre à être des succès parce qu'ils ont dépassé leur budget et leur délai. On ne peut même pas dire le fameux on ne peut pas avoir la qualité, le temps, le coût. Là, ils ont dépassé au moins 2 des 3 critères.
La tendance, pour ceux qui se poseraient la question, elle est plutôt constante. Donc ça, c'est 2020. Ils l'ont fait entre tous les 2-4 ans. Il n'y a pas forcément une full régularité, mais ils le font depuis les années 90, 95, il me semble, le premier. Et globalement, ça tourne plus ou moins toujours autour de 30% de succès. Les raisons, franchement, elles sont multiples et elles feraient l'objet de tout un talk. Et là où moi, ça m'a filé un peu le vertige à nouveau, les recos, elles sont hyper mouvantes. Pendant des années, ce même groupe d'experts, ils ont insisté sur l'importance d'avoir une gestion projet qualitative et de haut niveau. Et là, 2020, ils sont revenus là-dessus en disant franchement, on ne sait même plus. En vrai, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est le bon endroit, la bonne équipe, le bon sponsor. Ils le détaillent un peu, je caricature, genre ils disent tout et rien, mais ils détaillent un peu le truc, mais c'est quand même impressionnant que les gens qui analysent depuis des décennies les tendances sont en train de se dire franchement, on regrette, on avait dit ça depuis des années, mais on a l'impression qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut. Donc quand même, il y a un côté, encore une fois, l'IA, on nous martèle que ça va aller plus vite, et on est en train de se dire qu'on n'est pas non plus hyper stable. Donc la question de est-ce qu'il faut vraiment accélérer dans ce contexte-là, encore une fois, moi ça m'a filé un petit vertige, je me suis dit vas-y, là je crois qu'il est temps à nouveau de demander conseil parce que je ne suis pas sûr de moi. Et pour ceux qui s'attendent à une citation de copilote, non, j'ai voulu changer histoire que ce ne soit pas que la même IA tout le temps. Cette fois-ci, c'est Socrate qui m'a répondu « Connais-toi toi-même ». Je me suis dit vas-y, j'essaye, pourquoi pas. Et toujours, encore une fois, l'idée du talk, c'est est-ce que nous, comme industrie, mais je redescends un peu, est-ce que moi, en tant que développeur, je suis prêt à être augmenté et comment? Donc du coup, j'ai essayé de remplacer la boule de cristal par un petit miroir et d'essayer de me dire, ok, moi j'en suis où? Moi, je ressemble à quoi? Et comment est-ce que l'IA va pouvoir m'aider? Donc globalement, moi, développeur d'aujourd'hui, là j'avoue, franchement, ça sort d'aucune stat, c'est moi qui le dis, je trouve qu'on est enthousiaste comme communauté, on aime ce qu'on fait, en général, on est passionné, on a envie, donc je me suis permis de l'ajouter. Le reste, par contre, et on va le voir, ça vient pareil un peu de JetBrains et un peu de Stack Overflow qui conduisent beaucoup des études, enfin des sondages, encore une fois, plus que des études, sur à quoi on ressemble. Mais globalement, on est jeunes, on est des hommes écrasante majorité, on est chinois et on est relativement peu expérimenté. Donc, chiffres à l'appui. On est quand même une grosse majorité, enfin vous, du coup, je ne peux pas m'inclure, il y a une grosse majorité de gens en dessous des 29 ans. Moi, je frise dangereusement avec la fin de la tranche d'après, mais tant pis pour moi. Mais globalement, si on ajoute les 22 plus 8, on a quand même plutôt une majorité de gens qui ont moins de 30 ans. Bon, écrasante majorité d'hommes, encore une fois, ça pourrait mériter un talk à part entière. Peu importe ce qu'on en fait, en tout cas, on est déséquilibré d'une certaine manière. Et sur l'aspect, où est-ce qu'on est réparti? Majoritairement en Chine, pas mal aux US, beaucoup en Inde aussi. Donc si on considère que Chine et Inde, c'est l'Asie, globalement, beaucoup en Asie. Ça ne nous apprend pas grand-chose par rapport à notre aspect IA, mais je trouvais que sur cet aspect, on est qui en tant qu'industrie? Qu'est-ce qu'on a comme axes d'amélioration et qu'est-ce qu'on a comme force et comme faiblesse? Je trouvais ça intéressant d'avoir ce tour d'horizon pour accompagner. Et sur l'aspect expérience, donc on est une industrie relativement jeune qui se base aussi sur des profils relativement jeunes et relativement inexpérimentés là aussi. Donc globalement, le ventre mou, c'est 25% de la population des devs qui a entre 3 et 5 ans d'expérience, ce qui est effectivement le profil type du développeur moyen. Si on lui rajoute les 17% qui ont moins de 2 ans et les 9% qui ont moins d'1 an, on a déjà une majorité de gens qui sont du coup sous les 5 ans d'expérience. Ça veut à nouveau tout et rien dire, il n'y a pas forcément de conclusion à en tirer, mais quitte à chercher des choses sur lesquelles ça mériterait qu'on soit accompagné par une IA ou par autre chose, potentiellement l'expérience, l'expertise peut en faire partie. Pour pas perdre trop de temps, je ne vais pas rentrer dans le détail de celle-ci, mais donc toujours dans JetBrains Dev Ecosystem, dans cet état d'esprit de quelles sont les limites actuelles de notre modèle et en quoi les IA pourraient potentiellement nous y aider. En tout cas, s'il y a des choses qu'il faut qu'on améliore et que les IA puissent nous y aider, voilà quelles sont les choses éventuellement qui pourraient être améliorées.
toutes n'ont pas forcément d'impact sur la qualité de ce qu'on livre et sur ce qu'il en sort à la fin, mais globalement, ce qui a été remonté par nos compatriotes devs, nos pairs, les devs, c'est le syndrome de l'imposteur, enfin avoir l'impression qu'il faut en permanence prouver encore qu'on est compétent. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'IA qui va nous aider à sortir de ça, peu importe. Le fait qu'on manque d'opportunités de croissance, enfin de développement dans nos propres carrières, potentiellement à mettre en corrélation, même si on n'a pas de chiffres, avec le fait qu'on ne fait pas forcément de vieux os. Il y a peu de développeurs avec une longue expérience. Après, ça peut être aussi simplement parce qu'il y a tellement de nouveaux développeurs qui rejoignent en permanence le marché que juste la tendance est biaisée. Mais en tout cas, il y a cette notion de on a du mal à voir comment on va évoluer. Et bref, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, moi, je trouvais ça hyper intéressant de voir quels étaient nos freins ressentis en tant que population de dev en ce moment, et de voir si l'IA, elle allait pouvoir nous aider à ça. Donc, globalement, ça, c'était tout l'aspect objectif de qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, qu'est-ce qu'en tant qu'industrie et en tant que développeur, on a comme limitation aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans le domaine de ma subjectivité personnelle, de comment est-ce que j'imagine, comment je voudrais que l'IA m'augmente moi pour que je puisse éventuellement surpasser un petit peu ça. Et du coup, je vous propose de faire le côté développeur pro, parce que ça m'arrive de me sentir en tant que tel, et après on verra un peu le développeur amateur, et on verra comment est-ce que je peux essayer de trouver l'équilibre avec de l'IA si possible. Globalement, moi je me sens pro quand je prends le temps de correctement lire et comprendre la documentation, que j'écris quand même du code qualitatif et qui a le moins de bugs possible, et aussi qui livre la fonctionnalité attendue. Je me sens aussi super pro quand j'écris à mon tour de la doc, quand je contribue, soit de la doc vraiment au projet, qui est relative à ce que j'ai développé, mais encore mieux de la doc quand elle se destine à du partage type open source, quand je peux dire cette lib, c'est comme ci comme ça qu'on l'a utilisé, on l'a mise à profit pour gagner ça. Là, je me sens hyper pro dans mon activité. Évidemment, quand j'écris des tests et quand j'écris des tests, des vrais tests, ceux qui couvrent, ceux, une fois qu'on les a écrits, on se dit « Wow, c'est cool !» En plus, des fois, je peux même les écrire en avance de phase. Moi, parmi mes satisfactions de développeur pro, il y a j'arrive, on me donne un ticket de bug et je commence par écrire le cas passant de tête, enfin au contraire le cas en échec en disant mais c'est bizarre, comment ça se fait que ce bug il ait pu arriver, ça veut dire qu'il n'est pas couvert par la suite de test, viens je le rajoute, fais voir, je joue, ah, excellent, le test il est cassé, bon, j'ai plus qu'à modifier le code, là je me sens bien quoi. Je fais de l'amélioration continue, pareil, là je me sens pro quand je laisse pas dormir le truc, quand j'ai l'opportunité de revenir sur ce que j'ai fait, d'aller chercher éventuellement de l'amélioration en termes de performance, en termes de développeur expérience, de l'amélioration, ne serait-ce que de la maintenance de ce qu'on a fait et pas laisser moisir un bout de code dans un coin. Là aussi, là je me sens pro. Et pareil, quand je peux faire de la veille technique, un peu comme c'est sur G, que ce soit en avance de phase ou des fois juste pour rattraper le train en route, pareil, ces aspects-là, si je peux trouver de l'IA qui m'y aide, je me sentirai d'autant plus pro. Maintenant, essayons de ne pas tomber dans certains travers, parce qu'il y a aussi des fois où je me sens très très amateur dans ma pratique. Et ces fois-là, c'est quand je fais de la lecture de doc, quand j'écris du code, quand j'écris de la doc, quand j'écris des tests, quand je fais de l'amélioration continue et de la veille technique. Blague à part, en vrai, je trouve que c'est toujours difficile, on a beaucoup le cas à Equino, mais même ailleurs, la question bon dev, mauvais dev, quand est-ce que je suis pro amateur, quand est-ce que je fais du bon travail, moi je trouve qu'elle est toujours compliquée. Je vais insister un tout petit peu pour donner des cas d'exemple et que ça n'ait pas l'air d'être qu'une blague, mais en vrai, moi je me sens pro et efficient quand la doc que je lis, c'est de la doc construite, c'est de la doc qui me permet de dépasser le cas d'usage nominal et d'arriver aux bonnes pratiques. À l'inverse, quand la doc que je lis, c'est vraiment la doc de l'API ou de la doc MSDN ou de la doc très théorique, très le composant HTML truc qui fonctionne comme ci, comme ça, c'est essentiel et c'est important. Et une fois de temps en temps, je suis content de faire des allers-retours. Mais quand j'en suis à relire la doc très très bas niveau, ça me laisse toujours une petite appréhension de waouh, peut-être que je suis passé complètement à côté et qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait ce travail et qui a généré une doc beaucoup plus haut niveau qui me permettrait d'aller beaucoup plus vite sans réinventer la roue. Pareil sur l'écriture du code, au-delà de des fois ça m'arrive d'écrire des bugs et ça c'est pas grave, je crois que ça fait aussi partie du boulot du pro. Du code qu'on écrit et qu'on aurait mieux fait de pas écrire parce que ça existait déjà, parce qu'il y avait déjà une lib, voire parce qu'on n'en avait pas besoin.
pareil, ça sort un peu du cadre pro. L'écriture de la doc, pareil, l'écriture des tests, pareil, l'amélioration continue, la veille technique. Là encore, on pourrait en faire tout un talk, mais c'est pas qu'une question de cocher des cases. Et entre pro-amateurs, ou en tout cas bon, mauvais, il ne s'agit pas juste de. C'est pas que des choses, est-ce qu'on les fait ou est-ce qu'on les fait pas, mais est-ce qu'on les fait correctement et en conscience. Du coup, j'ai à nouveau dû demander conseil, et cette fois-ci, c'est Yoda qui m'a répondu. Tu sauras distinguer le bien du mal quand tu seras calme, paisible, passif. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense, jamais pour l'attaque. J'avoue, la deuxième partie nous concerne un tout petit peu moins. Encore que je trouve que ça s'applique bien. Enfin, en vrai, des fois, on a ce mode attaque. On veut écrire du code, on veut passer des features, des fois quitte à les passer un peu en force. Et finalement, moi, ce que je retiens de ça, c'est cette notion de distinguer le bon du mauvais et le là, je suis pro et je livre de la valeur versus je suis en train de tourner en rond et je perds du temps. C'est pas si simple. Et le distinguer, c'est un état de calme, d'être un peu paisible et d'avoir, on va pas se mentir, pas trop, suffisamment peu de charge mentale, qui était d'ailleurs référencée dans le sondage JetBrains, pour pouvoir faire cette distinction. Et moi, c'est ça mon espoir, c'est ça dont j'espère que l'IA va pouvoir me transformer en dev augmenté. J'ai pas retrouvé la citation, mais sur un réseau social, il y a pas longtemps, j'étais passé sur un c'est génial, maintenant avec ChatGPT, on peut faire de la peinture, des aquarelles, des machins, pendant qu'au final, on se retrouve à nous faire notre vaisselle et des trucs un peu ingrats. Et ça, c'est ma crainte. Pour moi, le mauvais dev augmenté que je risque de devenir, c'est celui qui est finalement au service de l'IA, qui doit se fader la doc de comment l'IA elle fonctionne, écrire du code glue pour l'aider à fonctionner, passer notre temps, entre guillemets, à huiler la machine pour qu'elle produise la valeur. Peut-être que l'avenir me donnera tort, mais moi, comme ça, j'y crois pas trop, et en tout cas, c'est pas ce que je voudrais faire. Donc, je reprends Yoda. Moi, ce que je veux, c'est d'une IA qui me permette d'atteindre cet état de calme et de passivité, qui me donne cette hauteur, qui me permet de distinguer où est-ce qu'il faut que j'aille et où est-ce qu'il ne faut pas que j'aille. Donc, je voudrais vraiment ce côté, tout ce que je peux lui déléguer, qui me consomme du temps cerveau et que je peux constater à autre chose, si c'est elle qui peut se fader la doc MSDN et les trucs très bas niveau et que je peux échanger via un mode conversationnel pour que moi j'ai les idées, la créativité et le ah ouais là je voudrais réaliser tel truc, fais voir c'est quoi les technos pour faire ça, plutôt que l'inverse de ok l'IA elle m'a dit quoi faire et c'est à moi de bricoler pour que ça marche. Je voudrais vraiment le truc à l'envers, je voudrais une IA qui me permette de lire de la doc de haut niveau et pas trop bas niveau, d'écrire du code, mais à nouveau, de pouvoir la lui faire écrire rapidement, etc. etc. Et donc ouais, moi demain, je voudrais pouvoir prendre de la hauteur, je voudrais déléguer les détails à des IA et évidemment garder un peu de contrôle dessus, éviter qu'elles hallucinent en étant toujours critiques sur ce qu'elles produisent, mais leur déléguer le maximum de ces aspects bas niveau, complexes, et par contre garder l'aspect pilotage, alors pas au sens pilotage projet, mais pilotage de moi j'estime qu'il faut qu'on fasse ça, ça, ça et ça pour livrer la feature qu'on nous a demandé. Donc je vais essayer de me prêter à l'exercice du début. Parmi tous les outils qui sont à notre disposition, si demain je dois devenir un développeur augmenté, alors l'autocomplétion toute la journée. En vrai, moi, franchement, je trouve ça impressionnant. Je passe ma vie à appuyer sur tab, 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 tab et laisser le truc générer parce que en général, ça marche d'autant mieux que, justement, comme j'ai du recul, je sais à peu près où je veux aller, j'ai déjà plus ou moins le truc en tête, et comme la structure, elle est déjà posée et claire dans ma tête, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne, je ne sais pas si vous aussi, mais j'ai l'impression que plus c'est clair pour moi, et plus l'IA, elle y arrive. Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai vraiment cette sensation. Sur l'aspect génération de code, c'est pas un truc avec lequel je suis encore moi personnellement très très à l'aise, mais je voudrais à terme que ça puisse me servir à gérer des systèmes plus complexes que là où on est un peu des fois silo en disant moi je maîtrise un peu ça mais pas tout ce qu'il y a autour, et en même temps c'est normal parce que pour maîtriser ce que j'ai déjà dans mon champ, ça me demande une compréhension de très bas niveau qui excède déjà mes capacités cognitives. Si je peux déléguer la gestion et la maintenance à des agents un peu évolués et que je peux du coup administrer ces systèmes en leur parlant à eux plutôt qu'en les ayant intégralement en tête, trop cool. Sur l'aspect amélioration continue, pareil, le fait de pouvoir déléguer à des IA de l'audit, de leur dire au fait ce code il est comme ci comme ça, et potentiellement de revenir des mois dessus et de pouvoir lui dire dis donc, ça fait 6 mois qu'on n'y a pas touché, t'en penses quoi maintenant ?
pareil, toujours en ayant un regard critique, mais en gagnant ce temps et en me libérant cette charge mentale de pouvoir les mettre à mon service et moi pouvoir faire des choses que je ne fais pas en fait aujourd'hui parce que j'arrive pas à dégager le temps de faire mon amélioration continue, de correctement faire ma veille parce que je suis trop pris par des tâches plus bas niveau et s'ils peuvent m'y aider, ce serait trop cool. Et ouais, sur les agents, si progressivement on peut leur faire générer des bouts de projet, ça va être fou. Et sur l'aspect RAG, donc permettre à des modèles pré-entraînés de connaître de la connaissance complémentaire pour être plus pertinent dans notre cas précis. Moi, je rêverais d'une utilisation, pas forcément client, mais d'une utilisation, y compris technique, avec la base de connaissances du projet sur lequel je bosse, dans un esprit, pourquoi pas, DDD, avec du Ubiquitous Domain Language qui serait vraiment porté par un modèle de langue, quoi. Ce serait trop cool. Et voilà, merci, cœur sur vous toutes et tous, et au plaisir d'échanger sur le sujet.